Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de la météo émotionnelle des enfants. Voilà, vaste sujet et je voulais l'aborder sous des angles différents de ce qu'on peut voir habituellement. Donc, par rapport au ressenti, à l'attente des parents, aux neurosciences et puis également vous donner quelques pistes pour pouvoir vous aider et aider vos enfants. Ce sujet me tient à cœur parce que finalement beaucoup de parents prennent rendez-vous avec moi pour leurs enfants en me disant qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Alors, j'avais envie de mettre un petit peu de lumière sur tout ça et de partager avec vous mes expériences, tout simplement. Ce que j'aurais aimé vous dire par rapport aux émotions, c'est que finalement, il est important de comprendre que ces émotions chez les enfants, elles sont à la fois intenses et complexes. Alors vous me direz, oui, intenses et complexes chez les adultes aussi, certes. Mais il faut savoir que les enfants, ils n'ont pas encore tous les outils dans leur cerveau pour pouvoir gérer seuls les émotions, à la différence des adultes. Imaginez votre enfant qui vit une émotion. Vous pouvez comparer ça à un tsunami, un véritable tsunami qui déferle dans le corps et dans le cerveau de votre enfant. Imaginez comme ça peut être déstabilisant. Mais en plus, l'enfant, il ne comprend pas pourquoi il vit tout cela. Il ne comprend pas toutes ces émotions qui se passent à l'intérieur de lui. Donc c'est doublement déstabilisant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment s'expriment les émotions chez les enfants, même si je pense que vous avez pu remarquer chez vos enfants comment ça se passait. Les émotions, hein, la joie, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi le dégoût et la surprise, il faut savoir qu'en fait, ce sont des réactions naturelles. Elles sont naturelles et elles sont essentielles à notre survie. Elles se manifestent à la fois dans notre corps et dans notre tête. Les manifestations les plus visibles qu'on peut avoir dans le corps, par exemple, si on prend un enfant qui est en colère, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une tension musculaire, on va voir son visage qui peut devenir rouge, on va sentir que ça bouillonne, il peut avoir le cœur qui s'accélère, il peut transpirer plus qu'habituellement. Voilà, ce sont des manifestations qu'on peut aussi retrouver chez les adultes, hein, tout à fait, c'est pas que pour les enfants. La tristesse, ça peut être les pleurs, ça peut être un nœud dans la gorge, ça peut être des spasmes, ça peut être aussi se sentir tout raplapla. Euh, on a ces sensations physiques hein, qui sont finalement les premiers signes de l'émotion que ressent l'enfant. Ce premier signe d'émotion, cette déferlante qu'il est en train de vivre, il va petit à petit se sentir submergé et il y a la peur aussi qui va apparaître derrière tout ça parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans la tête, il faut savoir quoi? Il faut savoir que le cerveau de vos enfants, il est en plein développement. Un cerveau qui est arrivé à maturité complète, c'est 25 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cortex préfrontal de votre enfant, qui est la zone responsable de la régulation émotionnelle, de la prise de décision et du raisonnement, cette partie-là, elle est encore immature chez vos enfants. Et c'est cette partie-là qui fait qu'on peut réguler les émotions. Donc, c'est simplement que votre enfant, lui, physiologiquement parlant, il n'a pas encore les compétences pour réguler ses émotions tout seul. C'est pourquoi, des fois, on peut voir un enfant qui passe du rire aux larmes, qui a des crises de colère qui semblent disproportionnées et qui peuvent désorienter les parents. Dans ces émotions qui sont exprimées par les enfants, on a le parent qui parfois se sent
voilà, désorienté, il ne sait pas comment réagir. Mais c'est aussi parce que les parents, bien souvent, sans le faire exprès, hein, évidemment, eh bien, ils s'adressent à leurs enfants et ils demandent à leurs enfants de se comporter comme des adultes. On entend souvent hein, ces phrases «Arrête de pleurer pour rien, t'es trop grand pour faire une crise, calme-toi, sois raisonnable». Voilà, toutes ces phrases, bien qu'intentionnelles, eh bien, elles peuvent être complètement contre-productives pour l'enfant, parce qu'elles sous-entendent que l'enfant devrait être capable de gérer, de contrôler ses émotions de la même manière qu'un adulte, alors que neurobiologiquement, c'est impossible. Cette attente, eh bien, elle génère de la confusion, mais aussi de la honte chez l'enfant, qui finalement se sent incompris et incapable de répondre aux attentes du parent. Dans ce genre d'attitude parentale, et c'est pas un reproche, hein, eh bien, c'est l'enfant qui finalement reçoit une double peine qui lui est infligée parce que, eh bien, il a les émotions qui lui font mal, hein, qu'il ne comprend pas, et puis il y a les parents qui lui font comprendre qu'il est incapable et qu'il ne devrait pas réagir si violemment. La souffrance de l'enfant, elle est niée. Et finalement, ça peut être destructeur pour l'enfant. C'est comme si vous, en tant que parent, vous étiez en train de nier l'émotion ou les émotions que ressent l'enfant. C'est un phénomène destructeur. Vous envoyez finalement un message implicite à votre enfant qui est ce que tu ressens ne compte pas. Voilà. Alors, comment vous, en tant que parent, vous pouvez aider votre enfant? L'idée, c'est pas de supprimer les émotions, parce que les émotions, c'est un phénomène naturel. Mais c'est surtout d'apprendre à les reconnaître et à les accueillir. Vous, en tant que parent, eh bien, votre rôle crucial, ça va être d'être un co-régulateur émotionnel. La première étape, c'est de valider les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître ce que l'enfant ressent. Par exemple, au lieu de lui dire ne pleure pas, on peut dire je vois que tu es très triste. Et c'est normal d'être très triste dans cette situation. C'est normal d'avoir plein de choses bizarres dans son corps quand on est triste. Ça montre à l'enfant que ses émotions sont validées, qu'elles existent, que c'est normal et qu'il n'y a rien de mal à les ressentir. Lui dire également que tout ça, même si ça paraît bizarre, même si c'est désagréable, eh bien, vous êtes là. Dites-lui que vous êtes là pour lui, que vous allez rester avec lui jusqu'à ce qu'il se sente mieux, qu'il peut prendre le temps qu'il faut, et précisez que dans tous les cas, eh bien, ça va s'apaiser. Ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, voire un peu plus, mais dites-lui que dans tous les cas, ça va s'apaiser. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'aider l'enfant à mettre des mots sur les émotions, à nommer ce qu'il ressent. Tu es en colère là, ok, pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ton jouet est cassé, ça t'a mis en colère, d'accord. Et ça va lui permettre de mieux comprendre, lui, comment il fonctionne, ses propres sentiments, et de pouvoir construire son propre vocabulaire émotionnel. C'est ce qu'on appelle finalement le début du développement de l'intelligence émotionnelle. La roue des émotions peut vous aider pour faire cela, pour aider votre enfant à verbaliser ses émotions et puis pour vous aider vous aussi en tant que parent parce qu'il y a un panel d'émotions et de sentiments qu'on ne connaît pas toujours forcément. Ensuite, après avoir validé les émotions, après avoir mis des mots sur les émotions, eh bien vous pouvez créer un espace sécurisant pour votre enfant. L'enfant a besoin de savoir qu'il peut exprimer toutes ses émotions sans être jugé. Et il a besoin que le parent, le plus souvent possible, en tout cas majoritairement, eh bien, il ait toujours la même réponse dans ces cas-là, c'est-à-dire du calme.
un calme que le parent exprime et qui peut avoir un effet miroir pour aider l'enfant. Plus le parent va être calme, plus l'enfant va pouvoir aussi s'apaiser et se calmer plus rapidement. La présence physique, c'est-à-dire un regard avec une main sur l'épaule, un câlin, un je suis là, c'est un puissant régulateur émotionnel. Il est même souvent recommandé en fait de prendre l'enfant dans ses bras pour qu'il se sente en sécurité. Et cet endroit sécurisant peut être le cadre des parents, des bras des parents. C'est un endroit où l'enfant va pouvoir tout décharger, sans être jugé, sans avoir peur et en sachant qu'il est écouté, en sachant qu'il est épaulé. Vous pouvez également donner des outils simples à votre enfant. L'enfant, une fois qu'il est apaisé, on peut reprendre ce qui s'est passé avec lui et lui proposer des astuces, des idées pour l'aider à réguler ses émotions la prochaine fois que cela pourrait se produire. Il y a la respiration, bien évidemment. Alors après, avec les enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça sous forme de jeu. Donc apprendre à respirer avec le jeu. On peut aussi lui dire, tiens, on va dessiner un petit peu ta colère, dessiner ta tristesse, comment tu la vois, ta tristesse, ça représenterait quoi? Et puis après, vous pouvez faire un deuxième dessin, ce serait quoi ce dessin avec ta tristesse améliorée, avec ta colère qui a disparu? Voilà. Écouter de la musique, une musique calme, c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur la régulation des émotions, tout comme les odeurs, les senteurs agréables, ça va jouer sur les émotions pour les apaiser. Les huiles essentielles sont vraiment parfaites pour cela, et il en existe plusieurs qui ont un effet calmant et relaxant. Finalement, c'est de se dire qu'en tant que parent, les émotions, c'est apprendre. C'est finalement apprendre à accueillir les émotions. C'est un apprentissage long et progressif. Et puis, savoir que valider et accompagner les émotions de votre enfant, vous leur offrez un cadeau. C'est vous leur offrez la capacité de grandir en étant à l'écoute de leurs propres besoins et de ceux des autres. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde ensemble la notion de mimétisme, l'apprentissage par mimétisme. Je ne sais pas si vous le savez, mais les enfants apprennent en grande partie par mimétisme. Et les premiers qu'ils observent, les premiers adultes qu'ils observent, c'est vous. Vous, les parents. Vous êtes leur premier modèle. Et les enfants vont reproduire les comportements, les réactions, les façons de communiquer de leurs parents. D'autres adultes aussi, bien sûr, quand il y a l'école, la garderie, des choses comme ça. Mais les premiers restent quand même les parents. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Et pour ce qui est des émotions, un enfant qui voit son parent exprimer sa colère en criant, par exemple, aura tendance à adopter le même comportement lorsque lui-même sera en colère. À l'inverse, si un parent gère sa frustration calmement, en prenant une pause, en verbalisant, en respirant, l'enfant, lui, va apprendre de manière implicite que c'est une façon acceptable et efficace de faire face à des émotions difficiles. C'est la raison pour laquelle souvent, quand des parents viennent en rendez-vous avec leurs enfants avec la difficulté de gérer les émotions, je leur pose cette question, à savoir si eux-mêmes savent gérer leurs émotions. Plus un parent sait réguler ses émotions, plus il aura la capacité de transmettre cela à son enfant. Les enfants, vous savez, c'est comme des éponges émotionnelles. Et leur développement, il va dépendre beaucoup de leur environnement dans lequel ils grandissent. Pour qu'un enfant apprenne à gérer ses émotions, c'est ce que je venais de vous dire,
il est essentiel que les parents soient des modèles de régulation émotionnelle. C'est donc une puissante façon de faire et de transmettre à vos enfants que de montrer l'exemple. Parfois, il est important que le parent se questionne sur ses propres aptitudes à réguler ses émotions. Parce que la régulation émotionnelle, elle n'est pas innée. C'est un apprentissage, comme je le disais il y a quelques instants. C'est le fruit d'un apprentissage et d'une conscience de soi. Pour un parent, se poser les questions suivantes est un premier pas vers une meilleure aide, une meilleure guidance pour son enfant. Le parent peut se demander comment je réagis moi face au stress. Est-ce que je crie? Est-ce que je m'isole? Ou est-ce que je cherche de l'aide? Qu'est-ce qui me met en colère dans ma vie? Est-ce que je sais identifier les déclencheurs de mes émotions? Est-ce que j'exprime mes émotions de manière saine? Est-ce que je suis capable de dire je suis triste ou qu'est-ce qui me rend triste? J'ai peur, qu'est-ce qui m'a fait peur? Reconnaître ses propres schémas émotionnels permet aux parents de mieux les contrôler et surtout de ne pas les projeter sur son enfant. Si un parent a du mal à réguler ses propres émotions, eh bien il ne pourra pas accompagner efficacement son enfant dans cet apprentissage. Parce que finalement, on ne peut transmettre que ce que l'on a. La co-régulation, c'est un processus par lequel l'enfant utilise la présence de son parent ou d'un adulte, calme et attentif, pour se réguler lui-même. C'est un soutien émotionnel. Et c'est ce qui va aider l'enfant à retrouver son équilibre. Alors, restez le plus possible calme en gardant son sang-froid quand l'enfant exprime ses émotions. Validez les émotions sans les juger et proposer des solutions apaisantes. Et vraiment important, ce sont les clés d'une co-régulation et qui va permettre à l'enfant de traverser la tempête émotionnelle de la meilleure façon qui soit, en faisant un grand apprentissage de la gestion des émotions. Le cerveau ne pouvant pas réguler seul les émotions, eh bien c'est à l'adulte d'aider l'enfant. Le parent fournit le soutien nécessaire à l'enfant pour qu'il retrouve son calme. La corrégulation, eh bien, elle va se faire par la plasticité neuronale du cerveau de l'enfant. C'est sa capacité à modifier les choses en fonction des expériences. En recevant une réponse calme et empathique, l'enfant apprend que les émotions ne sont pas dangereuses et que l'adulte est là pour l'aider. Les interactions positives créent et renforcent ce qu'on appelle les connexions neuronales entre l'amygdale et le cortex préfrontal de l'enfant. Et à terme, eh bien, c'est ce qui va lui permettre d'acquérir sa propre autonomie émotionnelle. La régulation émotionnelle, elle est directement liée à la maturation du cerveau, comme je l'expliquais il y a quelques instants. Les neurosciences nous éclairent aujourd'hui sur les mécanismes qui sont en jeu. Il y a deux structures cérébrales qui sont des clés en fait. Comme je le disais il y a quelques instants, ce sont l'amygdale et le cortex préfrontal. Je vais faire un petit point sur l'amygdale qu'on pourrait appeler finalement le détecteur d'alarme du cerveau. L'amygdale, c'est une toute petite région du cerveau qui fait partie du système limbique, qu'on peut appeler aussi le cerveau émotionnel. C'est notre centre émotionnel. Son rôle, c'est de détecter les menaces, les dangers et les signaux émotionnels de notre environnement. Elle agit un peu comme la sirène, le détecteur qui se met en route. Et quand l'enfant perçoit un danger, qu'il soit réel ou non, eh bien l'amygdale s'active très rapidement et elle enclenche une réaction. Elle enclenche cette sirène à l'intérieur de l'enfant.
Et ça se traduit comment? Ça se traduit par une libération d'hormones du stress, comme le cortisol. Et ça prépare le corps à lutter, à fuir ou à se figer. C'est pourquoi un enfant qui est en crise émotionnelle, eh bien, il peut crier, il peut frapper, il peut aussi se replier sur lui-même. Le cortex préfrontal, lui, on va plutôt dire que c'est le régulateur du cerveau. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est juste derrière le front. Il est responsable, il gère les fonctions exécutives comme la prise de décision, la planification, le raisonnement et puis surtout le sujet de ce podcast, la régulation émotionnelle. C'est un chef d'orchestre. C'est lui qui est censé voir les signaux et apporter une régulation émotionnelle. La réponse, c'est la régulation émotionnelle. Tout à l'heure, je vous parlais de l'immaturité de l'enfant. Eh bien, l'enfant, lui, son amygdale fonctionne parfaitement, mais son cortex préfrontal, il n'est pas encore développé. Puisque le cerveau arrive à pleine maturité à peu près vers 25 ans. Il y a donc un décalage de développement et c'est ça qui explique que les émotions des enfants sont si intenses et si difficiles à contrôler. Quand l'amygdale s'active, pof, elle donne l'alerte et l'enfant n'a pas encore le frein du cortex préfrontal pour l'aider à s'apaiser et à rationaliser. Donc forcément, il est dominé par ses émotions et il n'a pas les capacités neurologiques pour se réguler lui-même. C'est ce qu'on appelle le tempête de phénomène. Pardon, c'est ce qu'on appelle le phénomène de tempête émotionnelle. Donc la régulation émotionnelle, c'est pas une question de volonté. C'est pas une question de tu peux, tu fais. C'est de la neurobiologie et comprendre ces mécanismes-là permet aux parents de répondre avec patience et compassion. Si bien que, peut-être juste garder dans un petit coin de votre tête, que chaque crise, finalement, c'est une opportunité d'apprentissage pour le développement du cerveau de votre enfant. J'aimerais apporter 4 notions complémentaires pour terminer tout ce que j'ai pu expliquer jusque-là. C'est d'abord l'importance du jeu. Le jeu, c'est le premier langage de l'enfant, c'est en jouant qu'il explore et qu'il exprime ses émotions. Alors encourager le jeu, libre et symbolique, va aider l'enfant à intégrer ses expériences émotionnelles. Ensuite, il y a l'écoute active. Pour aller au-delà de la simple validation ou reconnaissance, eh bien, il est utile d'expliquer l'écoute active aux parents. Ça veut dire écouter sans juger, sans couper la parole, et reformuler ce que l'enfant dit pour s'assurer qu'on a bien compris. Il faut saisir également l'erreur comme une opportunité. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Eh bien, c'est un peu la même chose. Les crises, qu'elles soient de colère, qu'elles soient de tristesse ou les moments difficiles, sont souvent perçus comme des échecs. Or non, il est important de les voir finalement comme des occasions d'apprentissage. Après une crise, lorsque l'enfant est apaisé, eh bien c'est le moment idéal pour discuter avec lui de ce qui s'est passé et trouver ensemble des solutions, des astuces, des stratégies à mettre en place pour les prochaines fois. Il y a également une notion importante, c'est le soin du parent. Je le disais tout à l'heure, un parent ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est ce que j'explique souvent d'ailleurs dans mon cabinet. Quand les parents viennent me voir pour leurs enfants, je leur dis que je ne peux pas aller au-delà de ce que le parent est prêt à aller ou à faire pour son enfant. Si le parent est épuisé, stressé, ou qu'il ne prend pas soin de lui, ou qu'il n'a pas le temps, parce que c'est ce que j'entends souvent, eh bien il aura beaucoup de mal à être un bon co-régulateur émotionnel. C'est important de prendre soin de soi en tant qu'adulte, en tant que parent,
pour pouvoir aider son enfant. Pour terminer, j'aimerais simplement vous dire que les enfants ont besoin de bien plus que des mots pour apprendre à gérer leurs émotions. Ils ont besoin de modèles. En tant que parents, nous sommes ces modèles. Nous avons la responsabilité, finalement, de transmettre le mieux possible à nos enfants des apprentissages, des astuces, des façons de faire. C'est en devenant le régulateur, le co-régulateur émotionnel de votre enfant que vous l'aiderez à se construire et que vous lui transmettrez les outils nécessaires pour son futur bien-être émotionnel. Alors c'est vrai, c'est un travail continu qui demande de la patience, qui demande aussi de l'introspection, mais les bénéfices sont inestimables. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez lire ce livre fantastique de Catherine Guéguen qui est Cerveau et émotions du bébé à l'adulte. Vous allez pouvoir aussi trouver tous les outils d'Isabelle Filiosa sur son site. Vous avez également le site des 1000 premiers jours. Et puis, il y a beaucoup de podcasts sur les émissions concernant les enfants, les émotions. Vous allez pouvoir en trouver pléthore sur Internet. Si vous avez aimé cette bulle sur la météo émotionnelle des enfants et que vous l'avez trouvée utile, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez partager, commenter ou encore vous abonner à la chaîne. Ces petits gestes permettent de soutenir mon travail, de développer ma chaîne. Et pour cela, je vous dis un grand merci. À bientôt.